Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un jeu qui se nomme After the Virus. After the Virus, qui est un jeu de Freaks Games, qui se joue principalement en solo. Il y a une possibilité d'y jouer à 2 joueurs, mais moi je vais surtout vous présenter le mode solo parce que c'est avant tout un jeu solo, et que même le mode 2 joueurs, finalement, je l'ai jamais essayé. Je pense que je ferai une petite présentation du mode 2 joueurs à la toute fin de mes vidéos. Tout de même, pour vous montrer un petit peu. Donc, After the Virus. Pourquoi j'ai envie de présenter ce jeu ? Il y a plusieurs raisons. Il y a 3 raisons, on va dire. La première, c'est que, comme d'habitude, moi j'aime bien présenter des jeux qui n'ont pas beaucoup de visibilité en France. Et c'est le cas de After the Virus. On ne trouve pas forcément facilement de vidéos explicatives ou même de tests. Donc voilà, j'avais envie de le présenter, notamment pour cette raison, parce que voilà, moi quand je cherche des informations sur un jeu, j'aime bien pouvoir trouver quelques informations, surtout lorsqu'on n'est pas anglophone. Moi je parle un petit peu anglais, voilà, sans plus. C'est toujours intéressant de trouver des informations sur un jeu dont on a entendu parler, des informations en français. La deuxième raison, c'est que After the Virus est rapidement devenu un de mes jeux solo préférés. Vous allez voir, hein, vous pouvez voir, c'est un jeu de cartes, même un jeu de deck building. Les jeux de deck building sont pas forcément à la base mes jeux préférés, mais je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de mes jeux préférés qui incorporent une mécanique de deck building. Là, pour After the Virus, on est même carrément dans un jeu de pur deck building, vous allez le voir, mais qui prend des initiatives et qui a vraiment sa propre personnalité. Vous allez vous en rendre compte. Et donc c'est devenu un de mes jeux solo préférés, notamment parce que c'est un jeu, c'est pas la principale raison bien sûr, mais entre autres c'est un jeu qui est facilement transportable. Et moi quand je pars quelques jours quelque part, en général j'ai ça avec moi. Voilà, j'ai un sachet avec tout ce qu'il faut pour jouer After the Virus. Je prends même pas la boîte, vous avez vu, hein, elle est pas bien grande, mais avec un sachet comme ça, une carte de personnage, vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs personnages différents, et je vais vous montrer le contenu dont on a besoin pour jouer. Je vous montre rapidement, dans la boîte, on a encore des cartes, on a encore des éléments, mais franchement, la plupart des cartes que vous voyez là, c'est pour jouer à 2 joueurs. Pour jouer tout seul, on a besoin de ça. On a besoin d'un paquet de cartes qui n'est pas plus gros que ça, de quelques cartes zombies à côté, puisque c'est un jeu de zombies, et éventuellement le récapitulatif des missions, parce que c'est un jeu qui va se jouer en mission. C'est tout ce dont on a besoin, ça veut dire que tout tient là-dedans. Voilà, donc c'est un jeu qui est facilement transportable, qui se joue vraiment avec très peu de composants, et qui pourtant, moi je trouve, est d'une richesse incroyable. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec c'est même pas 40 cartes. Et par contre, c'est un jeu qui est vraiment qui très dur. Alors, très dur, pas dans le sens où les règles vont être compliquées à comprendre, pas du tout. Je peux vous montrer le livret de règles. Hein. Ça, c'est le livret de règles. Voilà. Il fait quoi ? Il fait 8 pages, donc on a 8 pages d'un livret. Ça s'explique très vite. On revient rarement sur les règles sont pas trop ambiguës, il y a quand même 2-3 points où il faut bien comprendre, mais vraiment les règles sont pas du tout ambiguës. Non, le jeu est dur dans le sens où il est vraiment très dur à battre. Très dur à battre au point où on peut trouver des critiques sur Board Game Geek par exemple, ou à droite ou à gauche, où il y a des gens qui n'apprécient vraiment pas le jeu, parce qu'ils le trouvent extrêmement aléatoire. Alors c'est vrai, hein, dans les premières parties qu'on fait d'After the Virus, on peut se dire, le jeu est extrêmement punitif, et en plus, on va tirer des cartes qui vont nous mettre dans la muise, et on peut rien y faire. Sauf que, moi, à chacune de mes parties, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire beaucoup mieux que ce que j'avais fait pendant ma partie. Je pouvais m'améliorer, je pouvais comprendre beaucoup mieux le rythme que j'aurais dû prendre pour telle ou telle mission. Il n'y a jamais eu vraiment de moment où je me suis dit c'est seulement le hasard qui m'a
qui m'a empêché de gagner. Je pense que ce jeu a une courbe d'apprentissage absolument énorme. Parce que y a quelques éléments à prendre en compte hein, dans une partie, il n'y en a pas beaucoup, vous allez le voir, mais il faut vraiment bien les maîtriser et savoir vraiment ce qu'on fait pour venir à bout d'une mission. Et l'autre élément aussi intéressant, c'est que l'auteur du jeu a fait des vidéos qu'on peut trouver justement sur Board Game Geek ou sur YouTube, où il fait des présentations de missions, et on se rend compte que, bon, c'est l'auteur du jeu, forcément, il connaît bien son jeu, mais on se rend compte qu'il perd très peu ses parties. Ce qui veut dire qu'avec une bonne expérience du jeu, effectivement, le côté pseudo-aléatoire est vraiment contrôlable. Mais ça reste un jeu vraiment qui propose un énorme challenge. Et pour cette raison, moi j'ai fait aussi quelques variantes pour ce jeu, parce que j'ai pas tout le temps envie de me prendre la tête sur des parties compliquées. J'ai fait des variantes pour rendre le jeu un petit peu plus facile. Je les présenterai à la fin de la vidéo. Et même en utilisant ces variantes, le jeu reste quand même compliqué à battre. Et ces variantes que j'ai faites sont aussi disponibles d'ailleurs sur Board Game Geek sur les forums du jeu. Vous pourrez les trouver. Je les ai postés là-bas. Voilà. Donc deuxième raison, c'est que c'est devenu un de mes jeux solo préférés. Et la troisième raison pour laquelle je voulais parler de ce jeu, c'est pour son auteur, qui n'est autre que l'auteur de Terraforming Mars. Alors, je vais sûrement écorcher son nom si j'essaye de le dire. Hein, c'est Jacob Fryxelius. Jacob Fryxelius qui, à ma connaissance, n'a fait que 2 jeux. Il a fait After the Virus, il me semble, avant Terraforming Mars, et qui est vraiment un petit jeu hein, à la base, et il a fait Terraforming Mars, donc qui est devenu l'un des jeux dont on a le plus parlé ces 5 dernières années. Et pour cause, hein, c'est un jeu vraiment qui est excellent. Moi, je sais que je m'y suis mis assez tard. Il a toujours été dans l'association dans laquelle je joue. Il a toujours été là. J'ai toujours vu des amis y jouer, et moi je me suis mis très tard, et c'est vrai que je l'ai trouvé au final excellent. Compliqué dans le sens où on a, contrairement à After the Virus, on a c'est aussi quelque part un jeu de cartes. C'est un jeu de plateau, Terraforming Mars, mais qui se joue principalement avec des cartes, et on a un tas de cartes absolument énormes, avec des tas de combos différents. Chaque carte dans Terraforming Mars est différente, et on a des combos pas possibles, sachant que ça se joue avec une quantité de ressources, on doit avoir 8 ressources différentes, je crois, dans Terraforming Mars, de tête comme ça. On doit réussir à créer son moteur, et à être plus performant que les autres, et c'est vraiment un jeu complexe qui se joue avec énormément de cartes, et c'est le bébé de Jacob Fryxelius, hein. Ça fait des années qu'il est dessus, des années qu'il amène de nouvelles extensions, alors qu'ils sont pas toujours aimés les nouvelles extensions, mais je pense qu'elles sont vraiment hyper bien travaillées. Moi j'en ai essayé que 2 d'extensions qui m'ont beaucoup plu, je crois que c'était les 2 premières, j'ai pas testé les autres. Voilà, quand on a une personne qui s'est investie comme ça pendant des années sur un jeu, on imagine qu'il a fait des centaines et des centaines et des centaines de parties, et forcément nous on va pas jouer de la même manière quand on a fait 1, 2, voire 3 parties de Terraforming Mars. Quand on nous présente une extension, elle va pas forcément nous parler sur le coup, hein. Je crois qu'une des dernières, ça doit être Turmoil, qui amène de la politique, un aspect politique dans le jeu, et forcément quand on a peu d'expérience sur le jeu, ça peut paraître comment dire, ça peut paraître ou déséquilibré, ou les mécaniques peuvent paraître lourdingues, mais je pense que c'est un bonhomme qui sait ce qu'il fait, et je pense que toutes les extensions sont intéressantes au bout du compte. Et je commence à me dire que Jacob Fryxelius est probablement un génie du jeu de cartes, vraiment. Parce que je vous dis, moi j'ai un amour pour After the Virus, hein, qui pour moi est un jeu incroyable, et Terraforming Mars et After the Virus sont 2 jeux de cartes quelque part, même si Terraforming Mars est en même temps un jeu de plateau, mais qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Parce que Terraforming Mars, donc on a un deck absolument énorme, on a des tas de combos différents possibles, alors que au contraire After the Virus, ça se joue avec très peu de cartes. Mais dans un cas comme dans l'autre, je trouve que l'équilibre du jeu est absolument incroyable. Je trouve que les mécaniques
sont absolument incroyables. Et forcément, Terraforming Mars a tendance à être un petit peu moins équilibré qu'After the Virus. Parce que, voilà, parce que on a une quantité phénoménale de cartes, parce que malgré tous les efforts qu'on peut faire, je pense qu'avec la quantité de contenu qu'il y a dans Terraforming Mars, on ne peut pas faire un jeu totalement équilibré. C'est vrai que des fois, dans Terraforming, on a une main de cartes qui nous permet d'avoir des combos plus intéressants que la main de son collègue, d'un adversaire. Ça peut arriver, mais ça n'empêche que les parties, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours moyen d'essayer de battre ses adversaires, même quand on a des cartes un petit peu moins intéressantes. Voilà. Donc c'est un jeu qui ne va pas plaire à tout le monde, du fait de son extrême challenge, son extrême difficulté à battre le jeu. Mais je vais essayer de le présenter au mieux pour vous montrer tout l'intérêt d'After the Virus. Alors, pour jouer, on a besoin déjà d'un personnage. Vous voyez, on en a 4. Alors, il y en a 2 autres qui sont dans la boîte. Je vais en prendre un. Les différences entre les personnages, ce sont les cartes qu'on va avoir en main au départ. Donc, parmi les 40 cartes, je dis les 40, je suis pas sûr que ce soit 40, mais il y en a à peu près 40. Parmi les 40 cartes qu'on a en début de partie, d'ailleurs, c'est peut-être déjà celles de ce personnage qui sont sorties. Je vais vérifier. Je vais vérifier la machette, le raid... Ouais, c'est les cartes de ce personnage. Donc, ce qui fait la spécificité d'un personnage par rapport à un autre, il n'y a pas de capacité spéciale, quoi que ce soit. Ce sont seulement les 10 cartes de départ. Les 10 cartes qu'on va avoir en main. Alors, il y en a qui sont communes à tous les personnages. Il y a les runs, en général, on en a toujours un certain nombre. Les survivors, parce que vous allez voir que c'est au centre du gameplay. On a aussi toujours la safe house. Dans les cartes de départ. Et ensuite, on va avoir des cartes qui vont être différentes pour chaque personnage. Et c'est des cartes qu'on peut retrouver, vu qu'on vient les tirer du deck principal, c'est des cartes que les autres personnages pourront aussi retrouver, mais il va falloir qu'ils tombent dessus. Voilà. Et donc, on est devant un jeu de deck building. Deck building, ça veut dire quoi? Je le rappelle, on est devant un jeu qui demande d'avoir un certain nombre de cartes, toujours les mêmes, en main, au début d'une partie. Et puis, on va avoir un système qui va permettre de trouver d'autres cartes pendant la partie et de les acheter d'une manière ou d'une autre pour les incorporer à notre deck, que notre deck devienne de plus en plus puissant. Ça, c'est le principe d'un jeu de deck building. Ensuite, ce qui va poser problème dans ce jeu, c'est qu'on est dans un jeu de zombies et il va y avoir des cartes de zombies, comme vous les voyez ici, qui vont être incorporées à notre deck. Notre deck donc, se compose de 10 cartes au départ. Et on va avoir, dès le départ, une carte de zombie qui va rejoindre notre deck. D'ailleurs, qui va être la 10e carte qu'on va avoir dans le deck, qu'on va battre, voilà. Et on va tomber sur les cartes de zombies pendant notre partie, sachant que pendant une partie, pendant un tour, on va toujours tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, je ne suis pas tombé sur le zombie, par exemple. Je serais tombé sur le zombie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'aurais dû mettre la carte devant moi pour dire qu'il y a un zombie pour ce tour-ci que je vais devoir battre si je veux pas qu'il me blesse. Et puis je vais devoir jouer les autres cartes aussi bien que possible pour tuer le zombie et puis pour préparer mon plateau. Je vais reculer un petit peu la caméra pour avoir plus de place et je vais mettre un petit peu mieux en place. Je vais mettre mon personnage ici, qu'on puisse le voir. Voilà. Je vais poser un deck devant moi. Je suis pas parti pour faire une partie, hein, mais je vais peut-être avoir besoin quand même de faire une disposition pour bien expliquer. Voilà. Ok. Dans une partie, on a toujours une carte qui est déjà en jeu. Alors pour Adam, ça va être la machette. Donc dans ce cas-là, si on nous dit que la carte est en jeu, on la prend dans notre deck et on la met en jeu. Alors quand une carte arrive en jeu, elle arrive toujours comme ça, tapée. Elle n'arrive jamais droite. Et donc, au fur et à mesure de la partie, on va avoir de plus en plus de zombies qui vont rentrer dans notre deck. De quelle manière? Eh bien, si vous connaissez un petit peu les jeux de deck building, là, j'ai mes 5 cartes, je joue mes 5 cartes, ok, j'ai joué mes 5 cartes, j'ai tué le zombie, on va dire, etc. Je pose les cartes que j'ai jouées dans ma défausse ou sur mon plateau, si je les ai jouées sur mon plateau. Et puis, je prends les 5 dernières cartes de mon deck que je vais jouer à leur tour. Alors, il y en a peut-être que je vais poser en jeu, il y en a que je vais défausser, etc. Et puis, là, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes dans mon deck. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reprends les cartes de ma défausse. Je la bats. Et je reprends 5 cartes
pour continuer à jouer, etc., etc., etc. Sachant que à chaque fois qu'on incorporera des nouvelles cartes dans notre deck, elles viendront premièrement sur notre plateau de jeu. Contrairement à la plupart des deck building, où une carte achetée en général vient dans notre défausse. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de battre ma défausse pour recréer mon deck, avant de le faire, je vais regarder où j'en suis au niveau de l'invasion. On commence toujours une partie à 1, ça veut dire qu'on a un zombie dans notre deck. À chaque fois que je vais devoir rebattre les cartes de ma défausse pour refaire mon deck, je vais augmenter l'invasion de 1 et je vais mettre autant de cartes zombies que le chiffre sur lequel je suis. Donc ça veut dire que là, je vais incorporer 2 cartes zombies à mon deck que je viens de battre. Enfin, que je vais battre après, tant qu'à faire. Voilà. Et maintenant, il y aura 2 cartes zombies dans mon deck. Et puis, une fois que j'aurai joué, voilà, j'aurai joué mes cartes, ok, j'ai joué mes cartes, j'ai repris 5 cartes, je les ai jouées, etc. J'en ai peut-être mis en jeu, j'ai tué des zombies, etc. Hop, j'arrive, il me reste 2 cartes dans mon deck, donc je prends les 2 cartes, et puis je vais devoir rebattre ma défausse pour pouvoir arriver à 5 cartes dans ma main. Eh bien, j'augmente encore l'invasion de 1, et cette fois, je vais mettre 3 zombies dans mon deck. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que, dans ce jeu, lorsqu'on a un zombie devant soi et qu'on n'a pas réussi à le gérer avant la fin du tour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le zombie nous saute dessus, et on perd automatiquement, on subit automatiquement une blessure. C'est à ça que va servir les petits rondins rouges, comme ça. On va subir automatiquement une blessure, et la blessure, on va la mettre, comme ça, sur notre personnage. Ensuite, le zombie, on considère qu'on a quand même réussi à le buter, même s'il nous a blessé, et on le remet dans le deck de zombies. Ok. Donc, un zombie égale une blessure. Et on meurt au bout de la 3e blessure. Quand je vous dis que ce jeu est compliqué, il est vraiment compliqué. Donc là, on a une case pour le cerveau. Quand on devrait mettre une blessure sur le cerveau, on est mort. Donc on a droit seulement à 2 blessures. Et en plus, vous allez voir que les blessures provoquent des effets indésirables. Vous allez vous en rendre compte. Je vais l'expliquer après. On va avoir des effets, des malus, suivant qu'on décide d'être blessé à la jambe ou d'être blessé au bras. Ça va causer des problèmes. Donc 2 blessures maximum. Et vous allez voir que ce qui se passe, c'est que les zombies qu'on a face à soi, on peut soit essayer de les tuer, dans ce cas-là on les remet dans le deck de zombies, on peut soit essayer de les fuir. Et si on les fuit, ils vont venir dans notre défausse. Ils vont venir dans notre défausse. Et ça veut dire que on va avoir potentiellement, enfin même c'est sûr, on va retomber dessus la prochaine fois qu'on battra notre deck. Ok ? Et ce qui se passe, c'est que si je dois rajouter par exemple 3 zombies à mon deck lorsque je rebats mon deck, je vais reprendre les cartes donc du deck de zombies, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est qu'on n'a plus des zombies de niveau 1, mais on a des zombies de niveau 2. Ça veut dire que ce zombie fera non pas une, mais 2 blessures si j'arrive pas à l'arrêter. Et puis plus tard, on va avoir des zombies de niveau 3 qui feront 3 blessures, et des zombies de niveau 4 qui font 4 blessures. Donc on a tout intérêt à ne pas trop fuir les zombies, pour qu'ils ne restent pas dans notre deck, pour les ramener dans le deck de zombies, de façon à ce que, pendant l'invasion, donc si j'ai 4 cartes à tirer, de préférence ce soit 4 cartes de niveau 1. Parce que si les cartes de niveau 1 sont déjà dans mon deck, les 4 cartes que je vais tirer, elles vont être plus grosses. Et là, ça va commencer à être vraiment très compliqué. Sachant que les zombies, il faut réussir à faire 3 dégâts. Par exemple, si on a un zombie niveau 3, il va falloir réussir à faire 3 dégâts à la carte pour pouvoir s'en débarrasser complètement. Sinon, si j'ai réussi à faire 1 dégât sur une carte de zombie, par exemple, eh ben, elle me fera toujours 2 dégâts à la fin du tour. Si j'ai réussi à faire 2 dégâts, elle me fera encore 1 dégât avant de la ranger. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des cartes. Comment on les joue. Et comment on va chercher de nouvelles cartes. Alors, je disais, au départ, on a donc un deck de 10 cartes. On va prendre devant soi. On le mélange. On a déjà une carte de zombie à l'intérieur. Et puis on va tirer 5 cartes. Parmi ces 5 cartes, on peut avoir... Alors là, je suis très mal tombé pour vous faire la présentation. Je vais prendre les 5 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, la plupart des cartes, elles se jouent de quelle manière?
j'ai 5 cartes dans ma main, je vais pouvoir déjà poser une carte en jeu. Quand je pose une carte en jeu, sauf si on m'indique le contraire, elle est posée tapée. Ça, c'est la première utilisation d'une carte. Ça ne veut pas dire qu'elle va être active, puisqu'elle est tapée, vous vous doutez, c'est que il y a un problème. Les cartes qui sont tapées de cette manière n'ont pas encore d'utilisation. Il va falloir pouvoir les détaper pour pouvoir s'en servir. On va voir comment. Donc, par exemple, je peux avoir aussi les survivants, qui vont être très importants dans la plupart des missions. La base de la mission, ça va être de sauver des survivants. Donc, les survivants, on en a besoin. Si je la joue, pareil, je la joue de manière tapée. Le chien, très bien. Hop, le chien, il va m'aider à tuer des zombies. Je le joue de manière tapée. Alors là, je fais la présentation. En général, je suis un petit peu plus organisé. Hein, je vous le cache pas. Là, je mets les cartes un petit peu n'importe où. En général, on essaye de quand même faire une organisation pour s'y retrouver plus facilement. Et on a aussi des cartes rouges. Vous allez voir leur intérêt. Les cartes rouges, elles ne viennent jamais en jeu. C'est un effet qui va y avoir sur la partie. Et une fois que l'effet est joué, on va poser la carte dans notre défausse. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre une carte active? Eh bien, je reprends mes 5 cartes en main et je vous montre. J'ai décidé de jouer le chien. Non, j'ai décidé de jouer la machette. Voilà. La machette est tapée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas me servir à ce tour-ci. On imagine que, devant moi, il y avait un zombie. Qui était donc dans ma main. Dans ma main de 5 cartes. Voilà. J'avais un zombie dans la main, donc je le pose ici. J'avais ces 4 cartes. Et je décide de poser une machette. Très bien. J'ai envie que ma machette me serve pour tuer le zombie. Je vais regarder, ici, le coup pour pouvoir détaper ma carte et la rendre active. Ici, le coût est de 0 pour la machette. Donc c'est très bien. Ça veut dire que je peux, pour 0, détaper ma carte et appliquer l'effet. Là, on nous dit, une fois par tour, je peux défausser une carte de zombie pour la tuer. Très bien. Il existe aussi des cartes, forcément. Je vais prendre un survivant, par exemple. Donc, qui arrive toujours tapé quand je la joue. Pour la rendre active, qu'est-ce qu'on me dit cette fois-ci? J'ai besoin d'une ressource. Et les ressources, c'est quoi? Eh bien, ce sont tout simplement les autres cartes que j'ai en main. Ça veut dire que si je veux rendre mon survivant actif, je vais devoir me défausser d'une carte que je vais mettre dans ma défausse, et ce sera le coup pour activer une carte que j'ai déjà en jeu. Il y aurait eu un 2, par exemple, j'aurais dû défausser 2 cartes pour pouvoir l'activer. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Alors là, on a la machette qui coûte 0, on a le survivant qui coûte 1. Donc, je vais aller chercher des cartes. Vous allez voir qu'il y en a qui sont un petit peu plus violentes. On peut avoir... En général, quand même, le coût est autour de 1, hein, mais on en a des plus violentes. Par exemple, ici, vous voyez qu'on peut avoir une carte qui est posée en jeu et qui va coûter 3. 3 cartes de notre main pour la relever. Les cartes grises sont des cartes d'armes. Alors les cartes d'armes, on a droit d'en avoir que 2 en jeu. 2 maximum. Si j'ai déjà 2 cartes d'armes en jeu, et que je devais avoir, et que j'ai envie de poser une 3e carte en jeu, je suis obligé d'en détruire une. Détruire, ça veut dire qu'elle sort carrément de la partie. Donc on évite, tant qu'à faire, on essaye plutôt de faire en sorte de s'être déjà servi des cartes d'armes qu'on a en main pour pouvoir les défausser. Parce que, qu'est-ce que vous voyez? La plupart du temps, les cartes d'armes, on va s'en servir un certain nombre de fois, et puis on va nous demander de les défausser. Défausser donc la machette pour tuer un zombie. Je l'avais mal lu tout à l'heure. Donc ça veut dire que une fois qu'elle est active, c'est-à-dire une fois qu'elle est relevée, je peux la défausser pour tuer un zombie. Et ensuite, elle va venir dans ma défausse. Voilà comment ça marche. Il y a un deuxième type d'armes dans le jeu, c'est les armes à munitions. Alors les armes à munitions, il faut... Alors ici on a un X, mais ça peut être différent, je vais en sortir une autre. Voilà. Je vais plutôt vous montrer le pistolet qui est plus facile à comprendre. Voilà. Les armes à munitions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va déjà devoir payer une carte de notre main. Une carte qu'on a dans la main. Alors on imagine, hein, j'ai tiré 4 cartes, voilà. C'est les 4 cartes de ma main. On va déjà devoir payer une carte de notre main pour relever le pistolet. Mais en plus, on va devoir utiliser, donc je paye une carte, hein, on va devoir en plus utiliser une autre carte de notre main en tant que munition. Et c'est obligatoire. Et la carte, on va la mettre en dessous. Alors ici, on nous demandait une munition. Mais ça peut être... il peut y avoir des armes qui demandent plusieurs munitions d'un coup.
ou qui te permettent en tout cas de choisir de mettre plusieurs munitions d'un coup en dessous. En tout cas, à chaque fois, c'est une carte de notre main qu'on met en dessous et qui ne servira pas tant que la munition ne sera pas dépensée. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le pistolet? Une fois par tour, je peux défausser une munition ou le pistolet lui-même pour tuer un zombie. Donc ça veut dire que là, je pourrais éventuellement tirer une fois avec mon pistolet et retirer une munition. Ensuite, le zombie qui était devant moi retournerait dans le deck de zombies. Et puis plus tard dans la partie, hop, il y a 2 zombies devant moi, ben, je pourrais de nouveau utiliser mon pistolet qui n'a plus de munitions cette fois-ci, mais on nous dit bien, je peux défausser ou une munition ou le pistolet. Cette fois, je défausserai le pistolet que je mettrai dans ma défausse pour tuer encore un zombie. Voilà. Et on nous dit bien que j'ai le droit de défausser la munition ou le pistolet. Donc s'il reste une munition sur mon pistolet, j'ai le droit aussi de défausser le pistolet au lieu de la munition pour tuer un zombie. Dans ce cas-là, je défausse à la fois la munition et le pistolet. Ça peut être intéressant si la carte qu'on avait mis en dessous, on a l'impression d'en avoir absolument besoin et que ça va être trop long de se servir que de l'un ou de l'autre. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Ensuite, autre utilisation des cartes qu'on a en main. Donc, soit on les met en jeu, parce qu'elles ont un intérêt à être en jeu, soit on se sert des cartes pour payer le coup pour relever les cartes. Voilà, ce que je pourrais faire maintenant, voilà, en faisant ça. Voilà, j'ai payé, il y a une munition, très bien. Troisième utilisation des cartes, c'est d'aller chercher, d'ailleurs qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis là. D'aller chercher dans le deck de recherche de nouvelles cartes à acheter. Ça veut dire que là, par exemple, je pourrais décider de dépenser mon run, que je mettrai dans ma défausse, pour aller chercher une carte dans le deck de recherche, que je mettrai de côté. Je vais le mettre plus haut pour qu'on voit bien. Que je mettrai de côté. Et voilà, je viens de découvrir un autre Survivor. Très bien. Je pourrais dépenser encore une autre carte, que je mettrai dans ma défausse, pour aller chercher encore une carte dans le deck de recherche. Et puis je pourrais dire, ben voilà, je dépense ma troisième carte pour aller encore chercher une carte. Et cette fois, je vais tomber sur le scout. Très bien. Et ce sont des cartes qui vont être mises de côté. C'est le fruit de mes recherches. Mais c'est des cartes que je ne possède pas encore. J'ai réaménagé un petit peu pour que ce soit clair pour vous. Voilà. Donc, on va voir comment on récupère les cartes dans la zone de recherche. On imagine, un nouveau tour commence, je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4. Allez, on va dire que j'avais un zombie aussi dans la main. Voilà. Ok, donc j'ai ces 4 cartes, plus un zombie. Le zombie, je suis obligé de le mettre devant moi. Je vais devoir le gérer à ce tour-ci. Par exemple, là, j'ai une seule arme devant moi, donc j'ai droit à 2 armes maximum sur le plateau. Donc je pourrais mettre la machette. La machette, je rappelle, qui coûte 0 à relever. Donc qui coûte rien du tout, c'est tout son intérêt à la machette. Je peux la relever pour 0. Et puis, je peux la défausser pour... Alors, je vais mettre voilà, mes cartes comme ça. Je peux la défausser pour tuer un zombie. Voilà ce que j'aurais pu faire pendant mon tour. Ensuite, je pourrais dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes autres cartes? Eh bien, je décide, par exemple, de relever mon pistolet, en prévoyance des prochains zombies sur lesquels je vais tomber, en mettant une munition en dessous. Voilà. Et puis, il me reste 2 cartes en main. Je pourrais faire quoi avec? Je pourrais décider de continuer à chercher dans le deck de recherche pour mettre des cartes dans la zone de recherche. Donc je peux payer une carte, je le rappelle, que je mets dans la défausse, pour poser une carte dans la zone de recherche. Ok. Mais je peux faire autre chose aussi. Je peux commencer à aller acheter des cartes de la zone de recherche pour les incorporer à mon deck. Alors là, sur les 3 cartes que j'avais tirées, par exemple, on a quoi? On a un run, donc qui permet de défausser une carte zombie dans notre deck, donc de dire je m'en occuperai plus tard, celle-là est trop forte, j'ai pas le temps de m'en occuper. On a une carte survivor, en général qui sont plutôt déjà dans les decks de base, hein, mais bon. Et on a une carte de scout, pareil, et on voit leur coût qui se trouve ici. Ça veut dire que si je veux incorporer la carte scout à mon deck, il va falloir que je défausse 2 cartes de ma main pour pouvoir acheter cette carte. Donc, dans ce cas-là, je la sors de la zone de recherche. Et qu'est-ce que je fais? Je la mets directement en jeu. Contrairement, je l'avais dit au début, à la plupart des jeux de deck building, où quand on achète une carte, on la met premièrement dans la défausse et on retombera sur elle plus tard. Dans After the Virus,
les cartes qu'on achète, on les met directement en jeu. Toujours taper, bien sûr. Alors celle-là, elle coûte 0 pour être relevée, donc c'est pas un problème. Donc voilà comment on achète une carte. On va devoir... Alors on imagine il y a plus de cartes dans la recherche, dans la zone de recherche. Donc pour acheter une carte, c'est toujours le coût en haut à gauche. Donc voilà, ça peut coûter 1. Vous voyez là, on a un lance-flamme. Vous imaginez que c'est très très puissant. Elle va coûter 3 cartes de ma main. 3 cartes de ma main. Et vous allez voir que l'invasion monte très très vite. Et ça fait que au bout d'un moment, trouver 3 cartes dans sa main pour pouvoir acheter une carte, ça commence à être très compliqué. Parce que plus l'invasion va avancer et plus on va avoir dans notre main, quand on va tirer des cartes de notre deck, plus on va avoir de zombies. Ça fera d'autant moins de cartes à dépenser pour aller chercher, pour faire de la recherche, ou pour acheter des cartes de la zone de recherche, sachant qu'on devra aussi développer notre plateau de jeu, bien sûr, pour se défendre. Donc voilà. Dernier élément important, les survivants. Alors comment ça marche? Je vais reprendre mes cartes pour vous montrer. Hop, je vais reprendre toutes les cartes. Et je vais vous expliquer. Alors, donc on a en général, les personnages ont 3 cartes de survivants. De toute façon, il n'y en a que 3 hein, en tout, dans tout le jeu. En général, les personnages ont déjà les 3 cartes de survivants dans leur deck de départ. Je crois qu'il n'y a qu'un seul personnage qui n'en a que 2. Et l'autre, il faut qu'il essaye de le trouver dans le deck. Alors là, bah, justement, j'en vois que 2. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, l'autre était là, de toute façon. Voilà, je vais prendre les 3 cartes. Donc les survivants, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, dans la plupart des missions, on va nous demander de sauver un certain nombre de survivants. Alors les missions sont vraiment très bien foutues, et elles ont plus d'objectifs que ça, hein, la plupart du temps. Mais par exemple, dans les toutes premières missions, qui sont censées être les plus faciles, on regarde, le but de la mission 1C, terminer le tour avec 6 survivants sauvés. Et un prepare facility, ça j'expliquerai après. Donc avec 6 survivants sauvés. Et la plupart du temps, voilà, la mission 1B, terminer un tour avec 4 survivants sauvés, etc. Donc dans la plupart des missions, il va quand même y avoir cette base, le sauvetage des survivants. Alors les survivants, donc on va les jouer pendant notre tour. On imagine, voilà, j'ai une carte, j'ai une main qui ressemblait à ça. Hop, ça c'est mon deck. Alors celle-là, justement, je vais la laisser à part, je vais la montrer plus tard. Hop. Voilà. Donc j'avais une carte, une main de 5 cartes, dans laquelle, voilà, j'avais ça, et j'avais un survivant. Pardon, un survivant. Alors le survivant, donc comme je le dis, je le pose en jeu, très bien. Pour qu'il soit actif, c'est important, hop, je dois défausser une de mes cartes, voilà, pour le rendre actif. Je joue mes cartes comme j'en ai envie, je peux poser une machette, je peux faire de la recherche, etc. Voilà, en tout cas mes cartes sont dépensées. Je retire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est important que je reprenne un survivant. Hop, et là, qu'est-ce que j'ai en main? Je remarque que j'ai encore 2 survivants et la safe house, qui est la clé pour pouvoir sauver des survivants. Alors là, je pourrais décider par exemple de mettre mes 2 autres survivants en jeu, d'utiliser les 2 autres cartes que j'ai en main pour les relever, pour les rendre actifs, comme elles coûtent 1 à chaque fois pour être rendues actives. Voilà. Et là, j'aurai 3 survivants en jeu, actifs. Ce qui serait l'idéal. Parce que au moment où je joue cette carte, nommée Safe House, je vais la défausser et je vais pouvoir sauver un survivant par survivant actif qu'il y a sur mon plateau de jeu au moment où je joue la Safe House. Je vous rappelle, les cartes rouges, elles ne viennent jamais en jeu, on les joue, elles vont appliquer un effet et on les défausse. Donc là, l'effet, ça va être de sauver un survivant par survivant actif sur mon plateau de jeu. Alors, c'est à ça que sert le rondin blanc, à se rappeler combien de survivants on a sauvé jusque-là. Donc je pourrais sauver ces 3 survivants. Dans ce cas-là, je défausse les 3 cartes que je vais remettre dans mon deck, et je viens de sauver 3 survivants. Alors la difficulté de tout ça, c'est que forcément, quand je vais battre mon deck, et que je vais avoir mes cartes en main, parfois je vais avoir, hop, je vais faire en sorte que ce soit le cas, parfois je vais avoir des mains dans ce genre, dès le départ. Je vais me retrouver avec la Safe House au premier tour, et je vais pas pouvoir en faire grand chose. Je pourrais sauver éventuellement un survivant, voilà, je pose un survivant, hop, je me défausse d'une carte pour le relever, j'utilise la Safe House, très bien, j'aurais sauvé un survivant.
Et ensuite, la safe house, il faudra que j'attende d'avoir cyclé totalement mon deck pour retomber dessus. Donc c'est aussi la difficulté du jeu, c'est que des fois, quand on a la safe house trop vite dans la main, eh ben, on n'a pas eu le temps de préparer ses survivants pour ce tour-ci. Et ben, dans ce cas-là, tant pis. Il faudra tenir un petit peu plus longtemps, préparer ses survivants pour la prochaine fois qu'on tombera sur la safe house. C'est les risques du métier. Ensuite, on a une autre utilisation pour les survivants, qui va être très 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 importante aussi. C'est qu'une fois qu'on a nos survivants qui sont en jeu et relevés, voilà, et qu'on tombe sur la safe house, on va avoir le droit, au moment où on la défausse, de plutôt que d'augmenter la valeur de nos survivants sauvés de 1, se servir autrement du survivant actif. Dans ce cas-là, on défausse aussi le survivant, mais au lieu d'utiliser, enfin d'augmenter la valeur de nos survivants sauvés, on peut plutôt se dire que ce survivant, on va s'en servir pour qu'il nous apporte quelque chose dans le jeu. Dans ce cas-là, on va tirer la première carte du deck de recherche et on va la mettre, sans regarder ce que c'est, directement en jeu. Donc, c'est très très fort et c'est une utilisation très très importante pendant les parties. Ça veut dire qu'il va falloir toujours se demander, est-ce que j'avance dans ce que me demande le scénario? Par exemple, si j'avais deux survivants en jeu et que j'utilisais la safe house, est-ce que je décide d'augmenter de 2 mon nombre de survivants sauvés pour arriver le plus vite possible aux objectifs de la mission? Ou est-ce que je prends un petit peu plus de temps et, par exemple, mes 2 survivants, je décide à la place de tirer 2 cartes que je vais mettre directement en jeu grâce à mes survivants que je viens de sauver, de sauver. Enfin, que je viens pas de sauver du coup, que je viens d'utiliser avec la safe house. Donc, ça va être un équilibre à trouver entre les moments où je vais utiliser les survivants pour avancer dans les objectifs du scénario et les moments où je vais utiliser mes survivants pour développer mon plateau, être le plus près possible pour battre les zombies qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà. Et ben, je vous ai présenté presque la totalité du jeu. Le jeu n'est pas plus compliqué que ça. Il y a quand même certaines choses à vous montrer. Déjà, comment fonctionnent les blessures? Je vous avais dit, quand on pose une blessure, voilà, on pose une blessure, à la 3e blessure, on est mort, on a perdu la partie. Mais entre-temps, quand on pose une blessure, on choisit si on la met sur les bras ou sur les jambes. Ça va être quoi la différence? Si on a une blessure sur le bras, on n'a plus droit qu'à une arme en jeu. Et d'ailleurs, si on devait avoir 2 armes en jeu au moment où notre bras est blessé, on sera obligé de détruire une des 2 armes. Donc qui sort totalement de la partie. Si c'est notre jambe qui est blessée, à ce moment-là, c'est ces cartes-là qu'on ne peut plus utiliser. Les runs. On n'a plus le droit d'utiliser les runs, qui font en général partie des decks de tous les personnages au départ. On en a 2 ou 3, ça dépend du personnage. Et donc je vous rappelle, les runs, ça permet de se défausser d'une carte. Alors on imagine, hein, il va y avoir des moments dans le jeu, dans une partie, on va se retrouver dans des situations telles que celle-ci. On va avoir 6 zombies devant nous. Ça peut absolument arriver. Donc si on n'est pas préparé, par exemple, si j'ai mon lance-flamme, très bien. Mon lance-flamme, il me permet de tuer 3 zombies. Donc ça me permettrait, dans une configuration comme ça, hop, je défausse mon lance-flamme, de tuer par exemple la carte à 3 zombies, que je remettrai dans ce cas-là dans le deck. Alors il faut toujours respecter l'ordre du deck, hein. On va mettre les cartes 3 au fond, etc. Là je me dépêche, voilà. Donc du coup, j'aurais tué ma carte de 3 zombies, il me resterait encore 2 cartes zombies, et dans cette situation-là, je serais mort. Alors on imagine par contre que ma blessure est là, pour vous donner l'exemple. Là, dans ce cas-là, je serais mort. Je prendrais 3 blessures, j'en ai déjà une, je serais mort. Et bien, ce que je peux faire, c'est que si j'ai un run en main, je peux défausser le run pour défausser une des cartes de zombies devant moi et la mettre dans mon deck. Donc je retomberai dessus plus tard, mais en attendant, elle m'a pas tué. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si j'ai une blessure sur mes jambes, tout simplement, mes cartes run ne peuvent plus être utilisées pour leur texte. Elles peuvent toujours être utilisées, être dépensées pour faire une recherche, être dépensées pour acheter une carte dans la zone de recherche, ou être dépensées pour activer une carte de notre plateau, pour relever une carte de notre plateau. Ça, c'est toujours possible. Mais le texte, ce sera plus possible. Voilà une des explications que je tenais à donner
des explications supplémentaires. Et ce que je vais vous montrer aussi, bah, c'est tout simplement les différentes cartes qu'on va pouvoir avoir dans notre deck. Alors je l'ai déjà montré, on va avoir des survivants et la safe house qui sont à la fois absolument nécessaires pour la réussite de la plupart des scénarios et qui vont permettre de poser gratuitement des cartes du deck de recherche en jeu pour faciliter notre survie. Ok, ça c'est fait. En plus, on va avoir des cartes d'armes, que j'ai expliqué jusque-là. Donc, on a soit des armes qui s'utilisent toutes seules, qui vont avoir un certain coût ou pas de coût du tout pour être relevées, ou des armes qui vont demander des munitions. Dans ce cas-là, on met une autre carte de notre main en dessous pour pouvoir la relever, et on pourra dépenser la carte en dessous en tant que munition. Très bien. Et on peut avoir que 2 armes maximum en jeu. Les autres types de cartes sur lesquelles on va tomber, on va avoir les cartes rouges, qui ne vont jamais entrer en jeu, mais qui vont avoir un effet, qu'on va appliquer immédiatement, et puis ensuite on met la carte dans la défausse. Donc c'est le cas de la safe house, c'est le cas des runs, et il y aura d'autres cartes dans le deck qui permettront, enfin qui auront d'autres effets, quoi. Troisième type de cartes sur lesquelles on peut tomber, ce sont, alors je vais essayer d'en trouver une, ce sont les pièges. Les pièges, leur but, ça va être comme les armes de tuer des zombies. Mais l'intérêt des pièges, c'est qu'on va pouvoir les garder autant de temps qu'on veut, et on peut en avoir autant qu'on veut de pièges. Donc ça n'entre pas en compte dans les 2 armes maximum qu'on peut avoir en jeu. Ensuite, leur utilisation va pouvoir être différente des armes. Par exemple, ce piège, si je vous montre, ce piège permet de tuer jusqu'à 6 zombies, ce qui est énorme, mais 6 zombies qui sont dans ma défausse. Donc c'est plutôt des zombies contre lesquels on n'a rien pu faire et qu'on a mis dans notre défausse grâce aux cartes run, par exemple. Voilà. J'ai mis des cartes run dans ma défausse parce que je pouvais pas les gérer à un moment. Eh bien, ce piège permet de tuer des zombies qui sont dans ma défausse, pas devant moi. Voilà. Et il y a tout plein de sortes de pièges différents. Donc, juste, il faut se rappeler, les pièges, on les pose sur notre plateau de jeu. Ils vont avoir un coût, ou pas d'ailleurs, pour être relevés. Et ensuite, on va pouvoir appliquer leur effet pour ou tuer des zombies devant nous, ou tuer des zombies dans notre défausse. Troisième type de carte, donc c'était les pièges. Quatrième type sur lesquels on va tomber, ce sont les compétences. Alors les compétences, c'est quoi? Ce sont des cartes qui vont arriver, comme d'habitude, tapées, en général qui ont un coût très élevé pour être relevées, mais une fois qu'elles sont relevées, elles vont rester définitivement en jeu. Elles ne retourneront jamais dans notre défausse. Et elles vont avoir un effet passif qui va pouvoir être appliqué à chaque fois qu'on fait une action précise. Alors par exemple, Weapon Skill, qu'est-ce qu'on nous dit? À chaque fois que vous préparez une carte, préparer ça veut dire on a une carte tapée, une carte d'arme tapée, on la relève, c'est ce qu'on appelle avoir préparé une arme. Donc à chaque fois que je vais préparer une arme, je pourrais tuer un zombie. Donc à chaque fois que je paye pour mettre une munition sous mon pistolet et relever mon pistolet, j'ai le droit de immédiatement tuer un zombie tant que j'ai cette capacité en jeu. Voilà. Et les capacités, elles fonctionnent toutes comme ça. Elles vont donner un effet passif. Par contre, elles sont souvent très chères à relever. Et d'ailleurs, moi, avec ma petite expérience du jeu, hein, je me considère pas comme très très fort à ce jeu-là. En général, les compétences, si je les ai pas au début de la partie, j'ai vraiment un mal fou à m'en servir plus tard. Parce que quand il y a beaucoup de zombies dans mon deck, je trouve jamais le temps de dépenser suffisamment de cartes pour les relever. Mais bon, en même temps, je suis pas bon à ce jeu, donc voilà, ça vient de moi. C'était la quatrième type de carte. On a encore un 5e type de carte. Non, on a encore 2 types de cartes d'ailleurs. Donc 5e type de carte, ce sont les... Alors attendez, je vais essayer d'en trouver une un peu plus intéressante à vous montrer. Hop. Ce sont, voilà, les protections. Alors les protections, comment elles vont servir? Bah, comme d'habitude, hein, si on l'a en main, on peut la poser. Elle va avoir un certain coût pour devenir active. Très bien, pour être préparée. Et ensuite, on peut appliquer l'effet quand on veut. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Par exemple, s'il n'y a plus de zombies en jeu, donc ici, on a tué tous les zombies, on peut détruire le medkit pour se soigner de 2 blessures. Donc dans ce cas-là, je pourrais retirer les 2 blessures de ma main. Voilà comment fonctionne le medkit. Il y a d'autres protections. Il peut y avoir, par exemple, un espèce de gilet pare-balles qui permet
d'annuler 2 blessures qu'on se prend. Donc si à la fin de notre tour, on avait 2 zombies ici, 3 zombies, même 3 zombies ici, le gilet pare-balles aurait pu me permettre d'annuler 2 des blessures et de prendre seulement une seule blessure. Voilà. Elles sont toutes différentes. De toute façon, il n'y a pas une seule carte en doublon hein, dans le deck, donc chaque carte de protection est différente. La seule règle qui est la même pour toutes les cartes de protection, c'est qu'une fois que la protection a servi, cette carte-là est détruite, elle sort totalement du jeu, elle ne revient pas dans notre défausse. Voilà. Et enfin, 5e type de carte sur lesquelles on peut tomber, ce sont les facilities, ce sont les lieux, en gros. Alors je vais aller en tirer un, pardon, voilà. Ça ressemble à ça. Les lieux, comme d'habitude, on les pose tapés quand on va les jouer. Elles ne reviendront plus non plus dans notre deck. Elles vont rester en jeu pour le reste de la partie. Et par contre, la différence avec les lieux, c'est que pour les relever, et donc les rendre préparés, on va en général avoir une autre spécificité. En général, on ne nous demande pas de dépenser un certain nombre de cartes, on nous demande autre chose. Par exemple, ici, pour le tunnel, on va nous demander de se défausser. Ce qui est difficile, hein, de se défausser de notre safe house à ce tour-ci pour pouvoir préparer le tunnel. Ça veut dire que pour ce tour-ci, la safe house n'aura pas pu servir pour sauver des survivants. On s'en sera servi plutôt pour redresser le tunnel. Et ensuite, c'est un peu comme les compétences. Les lieux vont nous donner des capacités passives tout le long de la partie. Donc ici, vous voyez qu'on peut préparer les survivants gratuitement, une fois qu'on a le tunnel. Ça veut dire que les survivants, une fois que je les pose en jeu, bah, je peux les relever gratuitement sans avoir à payer le 1. Donc c'est très 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 intéressant. La principale différence entre les lieux et les compétences, du coup, donc c'est le fait que les compétences, ça demande toujours des coups en carte dans la main, alors que les lieux, ça demande voilà, de défausser une carte spécifique. Et l'autre différence, c'est que souvent, les lieux, enfin souvent non, mais en tout cas, dans certains scénarios, il va falloir avoir un certain nombre de lieux en jeu pour gagner la partie. Voilà. Alors que j'ai toujours pas vu de scénario où on a besoin d'une compétence spécifique pour gagner une partie. Alors je vous cache pas, hein, j'ai pas fait tous les scénarios du jeu, tout simplement parce que malgré que c'est un de mes jeux préférés, ça veut pas dire que c'est un jeu auquel je joue tous les jours. Un de mes jeux solo préférés, pardon. Quand il y a un petit temps de passer entre deux parties, eh ben, il faut que je retrouve les bons réflexes pour réussir les parties. Comme je vous dis, ce jeu est très dur. Ça fait que j'ai jamais dépassé la moitié des scénarios de ce jeu. La deuxième moitié des scénarios, franchement, je les ai jamais vus. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de recommencer du départ avec un personnage et essayer d'aller le plus loin possible. Mais ça me va très bien comme ça, moi. Donc voilà, je vous ai présenté tous les types de cartes qu'on peut trouver dans le jeu. Je vous ai montré le fonctionnement des survivants, comment on intègre les zombies à notre deck, comment on meurt. Il me reste à faire une partie pour vous montrer comment ça fonctionne. A tout de suite.